En Somalie, 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio. Cette information émane du ministère somalien de l'Information. Au Libéria, le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président Joseph Boakai s'affronteront au second tour de la présidentielle en novembre, a annoncé dimanche la commission électorale. Au Kenya, les membres de la coalition d'opposition NASA ont dénoncé l'usage de la violence contre leurs manifestants. Les opposants kenyans ont en effet été violemment réprimés vendredi au cours d'une marche. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à tous et bienvenue. Un total de 267 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio, a annoncé le ministre somalien de l'Information dans un communiqué public dans la nuit de dimanche à lundi. Le gouvernement fédéral somalien a confirmé que 267 personnes ont été tuées dans l'explosion et 300 autres personnes blessées ont été admises dans les différents hôpitaux de Mogadiscio, indique ce même communiqué. Cet attentat n'a pas été revendiqué par les Chebab ou d'autres groupes islamistes, mais les Chebab lancent fréquemment des attentats et autres attaques suicides dans Mogadiscio et ses environs. En Centrafrique, les violences meurtrières ont touché en début de semaine la ville de Kembe au sud-est du pays. La scène s'est produite entre Alendao et Bengassou, une région en proie à des tensions depuis le mois de mai. Reportage. La sombre page des exactions communautaires peine à se refermer en Centrafrique. Le sud-est du pays vient tristement de s'illustrer par des violences meurtrières. Selon des sources concordantes, les violences ont opposé les membres de deux groupes armés, l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC d'Ali Daras et un groupe d'autodéfense. L'UPC a fait état d'une vingtaine de morts dans son rang, tous ses combattants. La MINUSCA, souvent décriée par les Centrafricains pour son manque de réactivité, a annoncé l'envoi d'une mission conjointe à Kembe pour prendre toute la mesure de la situation sur place. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, devrait envoyer des hommes pour enquêter avec la force onusienne et faire une évaluation aérienne de la situation. L'UPC estime toutefois que l'accord de cessez-le-feu signé lundi avec d'autres groupes armés basés plus au nord n'est pas remis en cause. L'un de ses membres est d'ailleurs devenu conseiller à la présidence. Depuis mai 2017, les préfectures de la Basse-Koto et du Mbomou sont en proie à une vague de violence déclenchée à partir de Bangassou qui a fait des milliers de déplacés et de nombreux morts, dont des casques bleus. Depuis 2013, la Centrafrique vit au rythme de violences intercommunautaires après le renversement de l'ex-président François Bozizé par les milices de la Séléka prétendant défendre la minorité musulmane, ce qui avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka. On parle toujours violence en République démocratique du Congo. Un accrochage a opposé des casques bleus à la population et une milice locale en Ituri dans l'est du pays. Une information confirmée durant le week-end par l'armée et la mission des Nations Unies au Congo, la MINUSCO. L'accrochage a fait 2 blessés légers parmi les casques bleus d'après la MONUSCO, 3 d'après l'armée congolaise. L'accrochage a d'abord opposé des casques bleus à la population. Selon la MONUSCO, une patrouille de casques bleus est tombée sur des villageois qui leur ont lancé des pierres dans un village près de Bunia. Alors qu'elle battait en retraite, cette même patrouille a croisé des membres présumés d'une milice locale, la Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. 2 casques bleus ont été légèrement blessés et ont pu être soignés sur place, d'après la force onusienne. L'armée congolaise, de son côté, parle de 3 casques bleus blessés. Actifs en Ituri depuis plus de 15 ans, les FRPI sont accusés de plusieurs exactions contre les populations locales. Des dizaines de groupes armés seraient encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. La semaine dernière, 2 casques bleus sont morts dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu, pendant une attaque attribuée aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Plusieurs civils ont été également tués mercredi dans l'attaque d'un village
attribué à la milice d'opposants hutus rwandais et des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Au Libéria, l'opposant George Weah, ancien footballeur et actuel sénateur, arrive en tête au premier tour de la présidentielle avec 39% des suffrages selon les résultats annoncés dimanche soir par la commission électorale portant sur 95% des bureaux de vote. Il affrontera au second tour l'actuel vice-président Joseph Boakai, arrivé deuxième avec 29,1% des voix. Ce second tour aura des allures de revanche pour les deux hommes qui figurent déjà sur des tickets présidentiels rivaux aux précédentes élections en 2005 et 2011. Au Kenya, les affrontements les membres de la coalition d'opposition NASA ont dénoncé l'usage de la violence contre leurs manifestants. Les opposants kenyans ont en effet été violemment réprimés vendredi alors qu'ils manifestaient dans les centres des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu. Il faut dire que le gouvernement kenyan avait interdit les manifestations dans ces deux villes. Les dernières manifestations des partisans de l'opposition ont tourné au drame vendredi au Kenya. Malgré l'interdiction du gouvernement, ils étaient des centaines d'opposants à envahir les rues des principales villes pour faire entendre leurs revendications en vue de la prochaine présidentielle. Un coup de force qui a entraîné des affrontements avec les forces de l'ordre, faisant 2 morts et de nombreux blessés. Ils m'ont frappé avec un bâton, ils m'ont cogné la tête et ma main est cassée. Des actes de violence que dénonce fermement l'opposition. À Luo-Nyanza, en particulier, il y a une politique de ciblage ethnique mise en place avec une force brutale. Il y a une détermination, il y a une volonté de transformer Luoland en Biafra ou en Kosovo du Kenya pour aider Uhuru Kenyatta et le parti Jubilé à conserver le pouvoir à tout prix. Nous prévenons que ce pays paiera un lourd tribut pour ces politiques si elles ne sont pas arrêtées maintenant. Le climat politique est très tendu au Kenya depuis la décision le 1er septembre dernier de la Cour suprême d'invalider la réélection du président Uhuru Kenyatta au scrutin présidentiel du 8 août. Au Bénin, l'ONG WAP a organisé une rencontre entre hommes de médias et enseignants-chercheurs. Ce fut l'occasion d'échanger autour de bonnes pratiques de la communication pour favoriser l'agriculture rurale. Cette activité intervient dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui a lieu ce 16 octobre. C'est autour d'un panel que étudiants, enseignants-chercheurs et journalistes se sont retrouvés pour des échanges d'idées au cours de cette journée. Pour l'ONG WAP, Human Agrobusiness Promotion Project, initiatrice de cette rencontre, l'accès à l'information est indispensable pour régler les questions agricoles. WAP voudrait que les hommes des médias puissent manifester un intérêt particulier à tout ce qui touche à l'agriculture, au développement en ouvrant largement leurs espaces aux questions paysannes, de manière à contribuer au développement du secteur agricole. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette conférence, qu'un réel changement sera noté dans la diffusion des informations agricoles et que les partenaires techniques et financiers accorderont davantage une place de choix à l'agriculture. Si la question de la sécurité alimentaire est agitée par tous, elle n'est pas plus importante que celle de la souveraineté alimentaire. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a dénoncé à l'occasion de la rencontre certaines pratiques qui favorisent le fait. Toute politique de développement qui contribue à faire dépendre de l'extérieur les choix alimentaires que nous pouvons être amenés à faire est une politique suicidaire. Toute politique de développement technologique qui ne maîtrise pas la formation des hommes, l'information, la disponibilité, l'accès et la stabilité des prix des matières premières et le développement des outils n'est pas compatible avec le développement durable.
elle est à terme vouée à l'échec. Toute politique de développement basée sur l'acceptation parfois inconsciente, mais très souvent très consciente, des aides alimentaires tue le monde paysan et décourage l'activité productive. La pauvreté est paysanne, chose paradoxale. Mais la vulgarisation de masse et la sécurité alimentaire rurale est le mécanisme par lequel WAP entend amener les médias à inverser la tendance. À l'occasion, une place a été faite à la promotion des produits alimentaires ruraux. Claire Stéphane Sacramento, bonjour. Bonjour, Kodjobia, maintenant. Vous êtes journaliste à la rédaction de SICA. La transition est toute trouvée. Vous avez suivi donc cet élément. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que je suis toute heureuse de ce genre d'initiative. Et voilà, en tant que journaliste, c'est juste dire que nous avons un rôle primordial à jouer. Nous avons le devoir vraiment d'éveil, donc d'éveiller les hommes politiques, les décideurs politiques, à ce qu'il est urgent, il est très important de travailler à booster le secteur de l'agriculture, car l'agriculture offre une nourriture plus sûre. Plus sûr, alors quelle est la situation aujourd'hui en Afrique? En Afrique, malheureusement, on ne pourrait pas parler d'autosuffisance alimentaire. On applique encore une politique de main tendue vers l'extérieur. Vous allez voir, quand on fait le point, à partir du Bénin même et dans la sous-région et en Afrique en général, eh bien, on n'arrive pas à nous autosuffire. Il y a encore un grand pourcentage d'importation de produits manufacturés, ce qui ne garantit pas forcément une alimentation de qualité, puisqu'il y a des origines douteuses, il y a, vous savez qu'aujourd'hui les OGM, les produits de Monsanto, eh bien, qui sont déversés un peu partout dans le monde et pourquoi pas en Afrique également, nous sommes très exposés et la seule assurance que nous devons nous construire dans notre tête et la seule assurance que nous devons, à laquelle nous devons nous agripper, c'est de développer nous-mêmes nos secteurs agricoles. Nous avons les justement terres. Ce débat autour de la souveraineté, de la sécurité alimentaire, qu'est-ce qui passe prioritairement selon vous? Ce qui passe prioritairement, c'est que les dirigeants, les décideurs, eh bien, fassent du secteur agricole leur priorité. Et donc, booste ce secteur parce que l'Afrique est pourvue d'espace, l'Afrique a un bon climat. Peu importe le pays, l'Afrique a des bras valides. On parle d'ailleurs de surnombre qu'on fait en Afrique. Vous ne pas le phénomène El Niño, la sécheresse dans justement, les régions de l'Afrique de l'Est. il s'agit de stratégies d'adaptation au changement climatique, forcément. Alors, ça peut représenter une opportunité et c'est justement dans ce sens qu'on doit voir les choses. Rendre les choses, les transformer en opportunités pour nous. Quand il y a l'excès de pluie, quand il y a les inondations, eh bien, il faut qu'on pense à construire des retenues d'eau afin d'en avoir en réserve pour que quand El Niño arrive, c'est-à-dire quand la sécheresse se présente, puisqu'on puisse utiliser ces eaux retenues des inondations passées et également pour que il faut qu'on développe des cultures à cycle court également. Ça va permettre vraiment de s'en sortir en temps de soudure également. Alors vous savez qu'on parle de plus en plus de surpeuplement de l'Afrique, jusqu'à parler il faudrait limiter les naissances, ce qui n'a pas de sens parce que l'Afrique a les bras valides, l'Afrique a ses fils, c'est sa force. Et donc, si on investit dans le secteur agricole, si on développe le secteur agricole, on aura des bras valides, on aura de la main-d'œuvre nécessaire pour développer, pour nous autosuffire et même surtout pour exporter les matières premières, les produits vivriers au lieu d'en importer, ce qui n'a pas de sens. Merci donc à vous, Claire Stéphane Sacramento. C'était votre contribution à l'occasion de ce 16 octobre 2017 qui marque la 21e journée mondiale de l'alimentation. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA.